En fait, on n'est pas très nombreux, mais du coup, on veut faire quand même un job de super qualité. Et pour ça, il faut qu'on s'outille. On n'avait pas envie d'être le cabinet d'audit un peu plan-plan, très sérieux, avec ces histoires de normes très processées, etc. Voilà, c'est pas notre ADN. Vraiment recruter uniquement à la compétence, quel que soit le background de la personne. Je veux faire le métier d'auditeur financier, super, ou d'expert comptable, mais en fait, je veux le faire dans une boîte qui me ressemble. On a pris cette décision et donc on a divisé beaucoup, je crois par 5 quasiment notre budget de cabinet de recrutement. Bonjour Charlotte. Bonjour Alexis. J'espère que tu vas bien. Ouais, super. Ça me fait trop plaisir de t'accueillir dans le podcast Future of Hiring. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. L'objectif de ce podcast, c'est d'interviewer plein d'acteurs du monde du recrutement. Donc ça peut être des investisseurs, directeurs recrutement, des RH, sourceurs, recruteurs, bref, toutes les personnes qui façonnent le futur du recrutement. Très bien. Et donc je suis très heureux de t'accueillir. Tu es directrice recrutement aujourd'hui de chez Forvis Mazars. Ouais. Et ça fait 12 ans que tu es chez Forvis. Ouais, c'est exactement. Bébé Forvis Mazars. Ça fait en effet un peu plus de 12 ans, presque 13. Voilà. Et j'ai commencé toujours dans la RH. J'ai commencé d'abord sur la partie campus management. Et puis ensuite, j'ai évolué sur, en effet, le recrutement. Et là, aujourd'hui, en effet, je m'occupe du recrutement à la fois des jeunes, des expérimentés. J'ai toujours le campus management qui était cher à mon cœur quand même. Ouais. Et puis, la marque employeur. Ouais, tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, on va parler justement de ces 12 années, peut-être pas toutes les 12, parce que ça fait quand même beaucoup. On aura un podcast sinon de 3 heures. Ouais. Mais l'idée, c'est de naviguer par rapport à tes expériences que tu as pu tester, les méthodologies que tu as pu mettre en place et ce que tu as pu itérer, et les enseignements que tu as tirés de toutes ces années. Okay. Qu'on puisse naviguer là-dedans. Je sais que tu aimes bien la data, d'être data-driven. Tu es très innovante quand même dans ton recrutement. En tout cas, tu essaies de t'inspirer des startups et de ce qui se fait de mieux. Ouais. Donc ça, voilà, j'ai beaucoup apprécié qu'on ait travaillé ensemble. Okay. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de l'évolution, peut-être, de ces 12 années au sein de Forvis Mazars? Ouais. Les premières choses, je dirais, qui me marquent dans l'évolution, c'est au départ toute petite équipe. Pour faire un peu moins de 1000 recrutements par an. On a toujours eu des volumes de recrutement qui sont quand même conséquents. Notre industrie fonctionne comme ça en réalité. Oui. Et on recrute beaucoup de jeunes. Donc en effet, on a, à l'époque, quand je suis arrivée, on était à peu près à 1000 recrutements, je pense un peu moins. Et 70% ou même 80% à l'époque, c'était que du jeune. Donc stage alternant, jeunes diplômés. Puisque nous, dans nos cabinets d'audit et de conseil, on a une structure qui est assez pyramidale. Donc c'est vrai qu'on a plutôt beaucoup de jeunes qui sont sur la base de la pyramide, qui apprennent nos métiers et puis ensuite qui évoluent. Mais nos métiers sont au fur et à mesure. Ouais. Mais nos métiers sont des tremplins. Donc en fait, on a un turnover naturel qui est aux alentours de entre 20 et 25% selon les années. Et du coup, ce qui fait cette forme pyramidale. Voilà. Mais ça a du sens dans la manière dont on adresse en effet notre marché. Et en effet, on était une équipe assez petite quand je suis arrivée parce que je pense qu'on était côté recrutement et marque employeur, on devait être 4. Ok. Ouais. Voilà. 4 pour faire 1000 recrutements ? Oui, alors après, il y avait les RH en région quand même qui ont des casquettes recrutement chacune. Mais sur la partie parisienne, oui, on était juste 4. Et on avait toute une double casquette, à la fois campus et à la fois recrutement. Parce que en effet ça avait complètement un lien quand on se déplaçait dans une école, forcément ça générait du lead entrant pour du recrutement de jeunes diplômés donc, ou de stagiaires alternants, donc ça avait du sens, mais on n'était pas très nombreuses. Je dis nombreuses parce qu'on n'était que des filles à l'époque, donc voilà. Et en fait il y a un truc qui a été assez marquant, c'est qu'on a toujours eu cette culture chez Forvis Mazars de en fait on n'est pas très nombreux, mais du coup, on veut faire quand même un job de super qualité. Et pour ça, il faut qu'on s'outille. Et notre DRH de l'époque avait déjà cette fibre-là de « Ok, on n'est pas très nombreux, mais par contre, notre job doit être fait de manière qualitative. Donc, on doit recruter les bons profils, avoir une bonne image marque employeur, une bonne expérience candidat. » Enfin, c'était déjà quand même dans l'ADN. Et donc, on s'est très vite outillé et c'est ça en fait qui et ça a beaucoup évolué avec le temps, mais c'est ça qui a fait notre force de frappe de départ. Ensuite on s'est staffé quand même parce qu'à un moment les outils c'est bien, mais voilà, il faut quand même du monde, et puis les volumes de recrutement aussi ont très largement augmenté, donc on s'est beaucoup plus structuré. On était sur un marché qui était quand même très concurrentiel parce que dans les métiers de l'audit notamment, en fait il y a 4 grands acteurs majeurs, les fameux Big Four, et en fait on chasse à peu près sur le même territoire, dans le sens où on va chercher les mêmes profils, les mêmes talents, et donc il fallait sortir notre épingle du jeu. Donc nous on avait quand même un gros enjeu en termes de marque employeur, se faire connaître et être identifié comme un employeur de choix. Donc pendant longtemps, notre investissement a été beaucoup sur ça.
Donc voilà, avec des actions de marque employeur qui ont été très marquantes, je pense, dans l'histoire de Forvis Mazars et qui ont marqué un petit peu le secteur aussi, avec une volonté d'être un peu... de faire toujours le pas de côté. On n'avait pas envie d'être le cabinet d'audit, je vais caricaturer un peu, mais un peu plan-plan, très sérieux, avec ces histoires de normes, très processées, etc. Voilà, c'est pas notre ADN. Nous, on est un peu le challenger du marché. Enfin, à l'époque, on était le challenger du marché et on avait envie de marquer beaucoup ce caractère-là. Et c'est comme ça que dans nos opérations de marque employeur, on essayait de faire des choses assez décalées, un peu déroutantes pour notre secteur, mais voilà, c'est ce qui faisait aussi notre petite marque de fabrique à nous. Et c'est ce qui faisait aussi que les jeunes, je pense, nous choisissaient. Ils disaient, en fait, bon, je veux faire le métier d'auditeur financier, super, ou d'expert comptable. Mais en fait, je veux le faire dans une boîte qui me ressemble. Et Mazars avait ce côté, enfin, Forvis Mazars avait ce côté un peu différenciant. Et donc, voilà, ça, c'était notre touch à nous. Et donc, ouais, beaucoup d'investissements sur la marque employeur au départ. Et puis, une fois que Forvis Mazars a été quand même à maturité et a été vraiment identifié comme un employeur de choix auprès voilà, des candidats de manière générale et qu'on est aussi arrivé à maturité sur notre marché parce qu'on a gagné plein de beaux mandats. Nos clients, on était reconnus pour ce qu'on faisait, etc. Là, nos enjeux étaient un tout petit peu différents. Donc, toujours garder cette force en termes de marque employeur, mais aussi travailler sur les sujets de process un tout petit peu. Et c'est là que les outils ont continué à bien nous aider. Et c'est là qu'on a commencé à se structurer aussi en termes d'équipe. Et puis, on a eu aussi des volumes de recrutement qui étaient beaucoup plus conséquents et aussi sur la partie expérimentée notamment, qui pour nous était pas naturellement ce qu'on allait chercher au départ et donc qui demandait une énergie voilà, un peu différente. Et voilà, et ça a permis aussi de se poser plein d'autres questions sur okay, comment on adresse ce public-là, qu'est-ce qu'on leur raconte, qu'est-ce qui leur parle. Ouais. Et surtout dans notre secteur, parce qu'en fait, on fait jamais... Enfin, il y a peu quand même de profils qui font carrière dans nos métiers. On voit plutôt ça comme des métiers de tremplin. Et en général, quand on est dans un cabinet, on y reste. En tout cas, si on a envie de faire carrière dans ce domaine-là, à moins qu'il se passe quelque chose. Mais voilà, c'est jamais du coup... Enfin, voilà, c'est pas forcément un move qui se fait de manière assez naturelle. Donc, c'est assez, voilà, c'est assez particulier, en fait, le recrutement des expérimentés dans le monde des cabinets d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Mais hyper gros challenge, donc intéressant. Ouais, du coup, il y avait besoin de changer un peu la stratégie par rapport à ces profils expérimentés que tu avais. Revoir la marque employeur, parce que la marque employeur, jusque-là, s'adressait beaucoup aux jeunes. Donc les expérimentés s'y retrouvaient moins, je pense, en termes de messages. Donc c'était réadapter ça, construire des process aussi de sélection solide et puis travailler aussi sur comment on va les chercher. Donc on a testé plein de trucs différents, hein, pas très innovants, mais en tout cas, bien sûr, on a travaillé avec des cabinets de recrutement parce que les volumes étaient conséquents. On a travaillé sur des sujets de cooptation, etc. Et en fait, de tout ce qu'on a mis en place, à chaque fois, l'idée, c'était qu'on en tire des enseignements. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Et on en parlera un peu après, j'imagine. Ouais. Je fais un peu de teasing pour plus tard. Mais voilà, nous, on a fait un arbitrage assez fort qui était de se dire, on décide d'arrêter les cabinets de recrutement. Alors, pas définitivement. On en a quelques-uns encore avec lesquels on travaille, mais c'est très à la marge. Et du coup, on a décidé d'internaliser. Et tout ça, on l'a fait parce que les volumes de recrutement étaient conséquents. Que notre budget, voilà, il fallait aussi réfléchir à comment on allouait le budget, la part de budget des cabinets, et est-ce que ça avait un sens de garder cette part aussi conséquente. Et si on ne voulait pas la garder, comment je la réallouais ailleurs et où étaient mes autres enjeux, donc à faire des arbitrages. Et puis la data qui nous a beaucoup aidé dans ce choix et dans la justification aussi auprès de nos directions pour dire, en fait... on va faire ça comme investissement, on va plutôt investir dans des gens qui vont aller chasser, qui vont être des chasseurs internes, plutôt que de faire autre chose, parce que pour nous, ça a plus de sens. Ça nous fait gagner de l'argent, je pense. 2, ça fait gagner en qualité aussi pour les candidats. Et puis voilà, je pense que ça nous permet aussi voilà, d'avoir un vivier qu'on peut réalimenter beaucoup plus souvent. Donc, j'y voyais que des avantages. Donc, moi, j'étais une convaincue. Mais en tout cas, voilà, ce recrutement des expérimentés qui a beaucoup augmenté nous a permis de nous poser pas mal de questions qu'on se posait un peu moins sur les jeunes, qui était plutôt du lead entrant naturel. Ouais, ok, je comprends. C'est génial, on a plein de terrains de jeu là pour discuter. On a les outils, la marque employeur, changement de typologie de profil qu'on va recruter, tout ce qui va être data. Tu l'as parlé aussi, tu as parlé de vivier. Donc on va explorer tout ça. Okay. Aujourd'hui, vous êtes combien du coup dans l'équipe recrutement et les volumes de recrutement que vous avez par rapport à avant? On fait 1500 recrutements par an. Ok. À peu près toujours 70% reste du junior, stage alternant jeune diplômé. Donc ça, c'est pour toute la France. Et dans l'équipe recrutement, alors on est 14
dans l'équipe recrutement pur. Et après, j'ai quand même 3 personnes sur la partie campus et 3 personnes sur la partie marque employeur. Et après, j'ai nos RH de région qui, elles, sont multi-casquettes. Donc, elles ont... en fonction de la taille de la région et des volumes de recrutement qu'elles ont à faire, elles ont 10, 20, 30% de leur quotidien qui est du recrutement. Donc, ce n'est pas des recruteurs en tant que tels à 100% parfois. Hormis dans 2 régions où ils sont vraiment structurés, où ils ont des chargés de recrutement en propre. C'est la Bretagne et la région Rhône-Alpes-Auvergne. Mais hormis ces 2 régions-là, après, c'est des RRH. Donc, en fait, elles sont multicasquettes. Ok, ouais, je vois. Et en termes de répartition un peu des dépenses aujourd'hui, ton budget, est-ce que tu l'alloues beaucoup plus sur les outils, les salaires, les job boards, comment tu... Ma grosse partie quand même, je dirais bien 40%, ça va être outils et job board. Bon, je mets tout ça ensemble à peu près, enfin, dans mon budget en tout cas c'est au même endroit. Après je vais encore avoir un bon tiers sur la partie campus. Et le restant sur la partie marque employeur. Je mets les salaires à part puisque ça c'est de la masse salariale classique, mais mon budget aujourd'hui hors masse salariale il se découpe quand même largement en faveur des outils et des job boards qui sont les nôtres. Et en effet après un bon tiers sur la partie campus. Qui est quand même somme toute assez conséquente avec les partenariats écoles, etc. Surtout que vous avez beaucoup de jeunes du coup, donc c'est évident d'investir là-dedans. Exactement. Donc parlons des outils. Les outils, justement, quels sont les outils sur lesquels vous avez investi ou que tu as vu qui pouvaient aider les recruteurs à être plus efficaces, surtout dans une équipe réduite. Le but, c'était de faire plus avec moins, ou en tout cas avec le nombre de personnes actuelles. Quels ont été les outils que tu as choisis? Le premier investissement qu'on a fait, c'est de changer d'ATS déjà. Parce qu'à l'époque, on avait un ATS quand on était 4, c'était un enfer sur Terre. Et donc, du coup, le premier sujet qu'on a adressé en termes de techno, c'est vraiment l'ATS. Et alors, moi, je suis convaincue que, en fait, c'est bien de prendre le meilleur de son domaine. Donc, mais ça, c'est une conviction très personnelle. Moi, je suis contre les core HR. Je trouve que ça n'a pas de sens. Peut-être aussi parce qu'on sortait d'un core HR, donc ça m'a peut-être un peu biaisé dans ma conviction, mais en fait, je me dis qu'un core HR, il ne peut jamais investir à 100% en termes de roadmap sur tous les sujets. Le talent développement, l'admin, la paye, le recrutement, etc. C'est impossible. Donc, voilà. Et donc, moi, je voulais un pur player du secteur du recrutement. Et donc, moi, je travaille avec Smart Recruiter. Aujourd'hui, qui est un pure player de ce sujet-là et dont la roadmap est uniquement dédiée au sujet de comment j'améliore la vie des recruteurs, comment j'améliore la vie des hiring managers et comment j'améliore la vie des candidats. Et en fait, tout est pensé autour de ça. Et moi, c'est ça qui me va bien. C'est que du coup, ils sont en constante innovation, mais que sur notre domaine. Donc ça, c'était très bien. Et on avait aussi besoin d'un ATS qui était capable, comme je voulais qu'un pure player du recrutement à l'époque, j'avais besoin aussi qu'il soit en capacité de parler à tous nos autres outils, puisque après, moi, j'ai un logiciel de paye, j'ai un logiciel interne de SIRH, enfin voilà. Et donc, du coup, il fallait quand même qu'il s'interface avec beaucoup d'autres acteurs. Et comme j'ai cette conviction aussi qu'on est bon dans un domaine, souvent, du coup, Smart Recruiter adresse tout un tas de sujets, mais n'en adresse pas certains. Et donc, du coup, l'idée, c'était qu'après, on puisse venir plugger là où on en avait besoin d'autres solutions. Donc ça a été mon premier investissement. Et après, on a plutôt cartographié, en réalité, là où on pouvait gagner du temps. Donc par exemple on a assez vite investi dans des sujets alors là c'était plutôt pour la partie relations école sur le scan de CV digital plutôt que de revenir d'un forum école à l'époque avec 150 CV papier, c'était un enfer de les rescanner, de les mettre dans l'ATS, etc. Voilà, bon, c'était RGPD compliant moyen à l'époque, donc voilà. Donc ça, c'est un investissement qu'on a fait assez vite, de digitaliser toute cette partie-là et que ça se connecte à notre ATS. Donc là, aujourd'hui, tu vas scanner les CV et ça va te les importer directement dans ton ATS. Oui, et ça va même un peu plus loin, c'est que ça les préqualifie, puisque je demande aux collaborateurs qui sont sur le stand, le forum de l'école, de commencer à faire une première préqualification du candidat. Et donc de mettre un niveau d'étoile et un petit commentaire quali, du coup, pour qu'ils puissent nous donner des billes, nous, recruteurs qui n'étions pas sur le stand, du coup, sur le profil. Et ça, c'est hyper précieux aussi parce que... souvent, quand on va en action école, en tout cas chez Forvis Mazars, on a, je sais pas, quand tu vas à Dauphine, tu reçois 150 CV. C'est à peu près templatisé de la même manière, en plus, parce que les écoles, maintenant, elles donnent des sortes de templates.
ils n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est des jeunes, quoi, donc ils cherchent un stage. Donc, comment les différencier les uns par rapport aux autres? Voilà, hormis, en effet, cette histoire de préqualification, ça, c'était précieux. Et donc, tout ça, après, est envoyé dans l'ATS en temps réel. Et donc, du coup, après, hyper simple pour nous d'avancer avec ces candidats, de les lancer dans le process de recrutement ou de leur faire une réponse. Parce qu'à l'époque aussi, quand on avait les CV papier, tu as déposé ton CV, mais tu sais pas ce qu'il advient après, potentiellement. Tu dois rentrer l'email manuellement, etc. Pour envoyer potentiellement, tu n'as jamais de réponse, ton CV est perdu au milieu de on ne sait pas quoi. Possible, là, au moins, ils sont tous à un endroit, ils sont traités comme n'importe quel CV qui est en entrant naturel. Donc ça, c'est super. Et là, je reviens sur mon histoire de KPI, ça permet aussi de savoir quelles sont tes meilleures sources. Le forum qui te rapporte le plus de candidatures, le candidature de qualité, celui qui te permet d'en recruter un maximum, etc. Donc ça te permet aussi de faire de la data sur... Après, en arbitrage budgétaire, c'est assez puissant de dire, ce forum-là, ça fait 3 ans, on y va, ça fait 3 ans qu'on a très peu de CV, ou beaucoup de CV, mais très peu qualifiés. En fait, on va s'arrêter. Ça n'a pas de sens en soi. C'est ça qui va être intéressant, de regarder l'ensemble de tes sources d'acquisition, voir le volume et après effectivement le taux avec la qualification, parce que tu peux avoir un fort volume, mais après tu en as, je sais pas, seulement 2% qui sont pertinents. Donc là, ce canal-là, il est peut-être moins intéressant et après voir le budget aussi alloué et de se dire, par rapport au résultat, quel est le ROI, est-ce qu'on réinvestit dedans, est-ce qu'on remet de l'effort ou pas. Notre budget est quand même... Alors, il est sympa, on peut jouer dedans de manière assez sympathique, mais il reste constant. Là, ça fait quand même, je dirais bien, 4-5 ans, il est plutôt constant. Les arbitrages, ils sont nécessaires. Et en fait, il n'y a que la data qui peut me permettre aujourd'hui de faire les bons choix. Donc ça, c'est hyper puissant. Après, on s'est doté d'outils plutôt pour, en effet, nous faire gagner du temps. Moi, je crois que mes recruteurs passaient beaucoup de temps à faire de la prise de rendez-vous. Ce qui n'a en soi pas vraiment de sens. Surtout que on va se le dire, moi je trouve que c'est une galère. On appelle le candidat, on prend ses disponibilités, après on appelle les collaborateurs opérationnels, on prend leur disponibilité, ça match. Ah mince, il y a un rendez-vous client qui s'est calé, donc le rendez-vous s'annule, il faut rappeler le candidat. Et là, tu as perdu 3 semaines dans ton process. C'est ça. En termes de time to hire, ça nous rallongeait vachement. C'est des tâches qui sont vraiment pas du tout intéressantes, dans lesquelles on a zéro plus-value. Et donc, on s'est assez vite aussi doté d'un outil externe à Smart Recruiter. Smart Recruiter a un outil de scheduling, mais on a un process de recrutement, nous, qui est un peu particulier, donc il nous fallait quand même un truc qui était très customisé. Et donc, on a travaillé avec une société qui, en effet, s'occupe de nous faire toute la planification automatique des entretiens. Et en fait, ça marche de manière très simple. Les opérationnels mettent leur disponibilité, les candidats les voient, ils se pluguent dessus, ça envoie le lien Smart Recruiter à tout le monde, le lien Teams si c'est en digital. Il est direct. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucune action humaine qui est faite sur ce sujet. Et là aussi, ça nous fait gagner un temps infini. C'est considérable. Et je trouve que notre valeur ajoutée, elle n'est pas dans la prise de rendez-vous. Ça mettait trop de temps, donc ça a réduit le temps de recrutement. Le candidat le perçoit de manière super positive parce qu'il a l'habitude aussi de ses usages. Notre job aussi, c'est de... moi, je fais beaucoup de parallèles avec le e-commerce aussi parce qu'on recrute beaucoup de jeunes. Mais aujourd'hui, les jeunes générations, en fait, ils ont l'habitude d'avoir un colis en 24 heures chez eux. Ils ont l'habitude de voir l'avancée de leur colis et de pouvoir suivre leurs commandes en temps réel. Ils vont sur Doctolib pour prendre un rendez-vous chez le médecin. Tous ces usages-là, tous ces codes-là que nous, on utilise aussi, même si on n'est pas de la Gen Z, en fait, on doit les retrouver dans une expérience utilisateur, qu'elle soit pour du recrutement ou pour autre chose. Et ça, c'était pour le coup, en termes de perception candidat, c'est assez puissant. Et puis, après, on s'est doté d'outils qui sont plus soit des canaux d'acquisition. Donc, on a notamment beaucoup travaillé sur la cooptation parce qu'on avait des résultats hyper positifs. On faisait tout à la mano à l'époque, donc on avait une boîte mail dans laquelle les collaborateurs envoyaient les cooptations. Mais bon, c'était très chronophage, on n'animait pas beaucoup. Donc, en termes de communication, on n'avait pas le temps, donc en fait, c'était pas fait de manière assez conséquente. Et puis, le suivi. Pour updater le collaborateur oui, j'ai vu ton candidat, il en est là dans le process, etc. Bon, on faisait de notre mieux, mais en effet, on ne pouvait pas updater en temps réel. Et donc, on s'est doté aussi d'un outil de cooptation qui est Basile et qui nous gère toute notre cooptation, qui est une plateforme qui est en fait hyper simple d'utilisation, qui parle à Smart Recruiter,
qui génère le suivi de candidature pour le collaborateur et qui génère le système de primes de manière automatique pour notre équipe paye. Donc tout ça, pareil, est extrêmement simple. Et pourquoi on a misé sur la cooptation ? Encore une fois, data-driven, c'est la data qui nous a dit, en fait, c'est un canal sous-exploité. Mais aujourd'hui, en termes d'exploitation, le peu que ça vous rapporte beaucoup de qualité. Donc, tous les gens qui arrivent, en fait, ils passent le tunnel de conversion de manière hyper positive. Donc, c'est des candidatures qualitatives qui sont recrutées à l'issue pour beaucoup. Et on a même été encore plus loin, c'est qu'on a été voir la validation de période d'essai et la performance en interne. Et on l'a comparé à d'autres sources. Et en fait, c'était notre source 100% de validation de période d'essai et que des niveaux de performance les plus élevés chez nous. Donc voilà, là on s'est dit, s'il y a une zone où on doit investir, c'est celle-ci. Et ça nous permettait aussi d'avoir un canal d'acquisition pour les profils expérimentés, qui était un peu dur à capter. Et je trouve que, alors ça dépend des secteurs très certainement, mais je trouve que dans le secteur de l'audit et du conseil, la cooptation, ça marche bien. Parce qu'en fait, ils sont souvent, ils travaillent ensemble sur un dossier. Souvent quand on a un dossier grand compte, on a Forvis Mazars et puis on a un autre confrère. Et en fait, ils se départagent les travaux pour adresser le sujet. Donc en fait, on se voit, on se connaît. Et on sait qu'on a Pierre qui est chez le confrère, qui est super, parce qu'on a déjà bossé avec lui sur tel dossier. Et du coup, on le coopte. Et donc, c'est assez puissant, je trouve, parce que Pierre, si nous, on avait été le chercher chargé de recrutement ou sourceur, l'accroche aurait été moins forte. Ouais, c'est moins fort. Et donc, du coup, voilà, ça, c'était hyper puissant. Ce que je trouve génial aussi dans ce que tu expliques sur la partie data, c'est que tu as quand même une mesure qui est quand même hyper intéressante sur l'ensemble du cycle de vie du candidat. Donc jusqu'à ce qu'il soit vraiment employé après la période d'essai. Donc ça demande des temps longs. Donc c'est évidemment, faut analyser ça sur des années. Donc c'est plusieurs années où on a assez de matière pour avoir des choses intéressantes. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes vont s'arrêter est-ce que le candidat est qualifié à la fin du tunnel. À la fin du tunnel. Ouais. Alors que ça va beaucoup plus loin. Et ça, je trouve ça génial de coupler avec cette data-là parce qu'en fait, tu t'en rends pas forcément compte. Ouais. C'est du taf, pour le coup. Ouais, ça, j'imagine. On le fait pas, nous, tous les ans parce que c'est vraiment du taf. Mais par contre, tous les 2 ans, pour recouper la data, j'imagine ça va être... Exactement. Oui, parce qu'il faut aller chercher... à la fois les données de performance, de talent development, etc. Donc, c'est quand même du travail. Mais, encore une fois, c'est ce qui te permet de décider et de choisir d'arbitrer, selon tes canaux, quoi. Et puis là, plus récemment, on s'est doté d'outils plutôt orientés assessment. Ouais. Parce que nous, on a un gros enjeu, c'est que en fait, on veut... on a une conviction, on va dire ça comme ça, qui est assez disruptive sur notre secteur. C'est que, en fait, aujourd'hui, on recrutait principalement des Bac plus 5 issus de grandes écoles. Donc, notre tri de CV était particulièrement basé sur des écoles qui sont cibles pour nous. On voudrait sortir de ce biais-là et du coup, vraiment recruter uniquement à la compétence, quel que soit le background de la personne. Le truc, c'est que comme nous, on recrute que des jeunes, en général, ils n'ont pas d'expérience dans nos métiers. Ils ne savent pas du tout faire de l'audit, très peu faire de l'expertise comptable, et alors pas du tout faire du conseil. Donc, en fait, on va plutôt chercher des potentiels, des personnalités, des traits de caractère qui font qu'ils vont plutôt être en situation de réussite dans notre job ou pas. Au-delà de l'intérêt du sujet. Et donc, du coup, on s'est doté quand même d'outils qui nous permettent de factualiser ça au maximum, parce que sur le tri de CV, en fait, ça ne se voit pas. Ouais. Et même si dans notre outil, aujourd'hui, dans notre ATS, on a une IA qui fait du matching de CV selon la base des mots-clés de l'offre et le CV, sauf qu'en fait, nous, on recrute des gens qui ne savent pas faire nos métiers. Donc, jamais dans les CV, il y a marqué le mot audit, comptabilité, des normes comptables. Enfin, faut lire à travers le CV, il n'y aura pas écrit. C'est ça. Donc, nous, cette histoire d'IA qui fait du matching, ça ne fonctionne pas pour nos métiers. Après, ça fonctionne pour plein d'autres, mais pour nos métiers à nous, ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça qu'on avait besoin de ces outils d'assessment. Donc, en fait, on a à la fois un assessment plutôt sur la personnalité et on a des assessments plutôt sur les compétences techniques. Okay. Et ça nous permet 2 choses. Moi, je trouve que c'est assez puissant. En fait, ça fait gagner du temps à mes équipes de recrutement sur le screen des CV. Donc voilà, donc ça fait un gain de temps. Ça débiaise bien évidemment la sélection des CV, puisqu'en fait, on se base sur un résultat à un test. Alors bien sûr, on va regarder le CV quand même à l'issue du test, mais pour le coup, ça débiaise quand même beaucoup. Je trouve que c'est assez puissant aussi pour les opérationnels, parce que parfois, c'est eux aussi qui ont cette
en tout cas cet angle-là de dire oui, je veux quelqu'un diplômé d'une grande école, voilà, parce qu'ils font, ils font un amalgame entre grande école égale forcément qualité, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors peut-être que statistiquement c'est vrai, mais du coup ils en font un raccourci. Mais ça ne veut pas dire que dans l'école qui n'était pas cible, on ne peut pas trouver des talents. Ouais, du coup, tu te prives d'une partie du marché quand même. Et quand on est dans une guerre des talents comme on a aujourd'hui, où tout le monde se dit c'est la pénurie, je ne sais plus où aller chercher, je ne sais pas comment les convaincre, en fait, voilà, il faut aussi ouvrir ses chakras. Donc ça, je trouve que c'est assez puissant parce que ça factualise aussi. C'est pas Charlotte qui leur dit « Non mais regarde, j'y crois ». C'est pas une conviction personnelle, en fait. C'est un test qui a attesté que le profil matchait avec ce qu'on attendait, soit sur des compétences techniques, soit sur des traits de personnalité. Et je pense que voilà, ça leur donne de la matière aussi, ça les rassure un petit peu, de se dire « Ok, je fais confiance ». Et donc, on avance avec ces profils dans le process de recrutement. Et puis, donc ça, je trouve ça top. Et puis voilà, quoi. Mais ça, c'est nos derniers investissements, en tout cas en termes d'outils, qui ont été assez forts. Ouais, qui ont bien marché. Ouais, qui ont bien marché. On est encore en POC sur une partie d'entre eux, mais en tout cas, certains sont en déploiement global sur la France complète. Et en fait, c'est hyper puissant. Trop bien. Et par exemple, un outil, parce que c'est souvent compliqué, en plus, toi, tu dois le voir dans une grande structure. Un outil, lorsqu'il est déployé, comment tu arrives à le mettre en place, à engager les équipes? Souvent, on va se dire ça va prendre du temps ou c'est trop compliqué, on va pas le faire. C'est quoi ta méthode, on va dire, pour implémenter un outil Alors, je suis aidée quand même par un truc. C'est que chez Forbis Mazars, en fait, on a cette culture de test and learn un peu. Et cette culture aussi en fait, on n'est pas assez nombreux pour faire un taf de qualité, il faut qu'on s'outille. Donc, tous les gens qui sont dans l'équipe sont quand même très tournés outils et utilisation du digital à son maximum. Et ils sont très ouverts à ça marche pas, tant pis, on fera autre chose. Mais voilà. Donc ça, c'est plutôt un terreau fertile pour moi. Et après aussi, je pense que l'équipe RH a été assez précurseur aussi dans ces sujets-là chez nous, parce que comme on n'était pas nombreux, on s'outillait beaucoup. Et du coup, on travaillait beaucoup avec la DSI. Et en fait, c'est avec nous, je pense aussi, que la DSI a appris en testant des outils, en mettant en place des process, etc. Et donc ça nous a aussi beaucoup aidé, je pense, de faire un peu partenaire avec la DSI dès le début de notre aventure, dès qu'on a commencé à travailler avec des startups notamment. Ça a été clé, je pense, dans notre déploiement après. Et puis après, sur la conduite du changement, alors en fait, j'ai deux réponses. Je vais faire un peu une réponse de Normande. Je pense qu'il y a des outils où ils vont très bien voir l'utilité. Et qui vont créer de l'adhésion très vite. Je pense notamment la cooptation, il y a des choses comme ça, les tests d'assessment et tout. Mes recruteurs, moi, je vois que l'adhésion, elle est très simple. Il n'y a pas besoin de justifier le pourquoi, etc. C'est assez... Okay. Par contre, j'ai d'autres outils où c'est beaucoup plus difficile parce qu'en fait, on arrive à un moment, je pense à un niveau qui est qu'ils ont beaucoup d'outils. Et beaucoup d'outils qui, en vrai... tous individuellement leur servent beaucoup. Mais en fait, c'est qu'ils ne savent plus un peu où donner de la tête. Mis au quotidien, ça devient compliqué à gérer. Tiens, j'ai des CV Tech par-ci, j'ai mon vivier par-là sur mon CRM, j'ai LinkedIn pour la chasse, j'ai ma prise de rendez-vous. Voilà. Et du coup, ça complexifie un peu. Donc l'objectif, c'est aussi de bien réexpliquer le pourquoi on a investi sur cet outil. Expliquer le sens, le gain de temps, que en fait si moi je le fais c'est pour eux, moi je recrute mais c'est pas moi qui vais tous les jours sur les CV Tech, voilà. Donc je pense que pour que le changement prenne, il faut vraiment être en pilotage de proximité, se mettre des KPI de succès, faire des rex réguliers aussi avec eux parce qu'en fait c'est eux qui utilisent les outils, moi je le fais parce que en fait j'y crois, c'est des convictions, c'est des partages d'expériences qui ont fait qu'on se dit à un moment c'est ça qu'il faut faire, mais au quotidien c'est pas moi qui vais les utiliser tous les jours, donc c'est faire des rex réguliers, expliquer le pourquoi et le réexpliquer souvent. Parfois c'est beaucoup de répétitions pour créer de l'ancrage et puis faire du pilotage régulier pour se rappeler à eux souvent, mais c'est pas une chose facile parce que là on en a empilé tellement
qu'au bout d'un moment, il faut faire attention quand même. Et là, maintenant, avec l'IA, je me dis qu'il y a aussi plein de trucs qu'ils pourraient faire de manière automatique, mais du coup, ils utilisent assez peu l'IA générative, tu vois, par exemple, dans leur quotidien, alors que ça pourrait leur faire gagner du temps de dingue. Mais en fait, je pense qu'ils se disent encore autre chose. Un outil, et bon, voilà. Donc ça, c'est pas hyper évident, mais on y travaille toujours. Donc, ouais, il faut aussi rationaliser parfois un petit peu et arrêter d'investir tout partout, même si ça a du sens. En fait, il faut laisser un peu le temps de digestion, parce que sinon, c'est trop dur. Sinon, c'est hyper compliqué. L'empilement est trop difficile à gérer. Et puis moi, je crois beaucoup aussi, tu vois, donc il y a une multitude d'outils sur le marché qui ont des fonctionnalités individuelles qui sont géniales, mais effectivement, dans une journée, tu vas naviguer d'un outil à l'autre, c'est pas par où aller au début. Donc moi, je crois beaucoup à une mutualisation des outils et avec une colonne vertébrale qui va être l'ATS, je pense, principale. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de choisir bien son ATS et surtout d'avoir une vision déjà sur 3-5 ans pour se dire est-ce que cet ATS il est assez solide pour avoir les intégrations nécessaires, s'assurer qu'ils ont une belle roadmap d'évolution sur les features qui nous intéressent. Donc, moi, je crois beaucoup sur ce côté mutualisation des outils au même endroit. Et il y a un truc qui m'avait marqué aussi, qui avait fait qu'à l'époque, en effet, on avait choisi Smart Recruiter, c'est en effet ce côté très API ouverte et très marketplace, en fait. Ils savent ils ne peuvent pas être bons partout, parce que c'est pas dans leur roadmap, et en fait, il faut qu'ils se focus sur certains développements. Et donc, ils nous mettent à disposition quand même une marketplace où ils disent, si tu veux envoyer des questionnaires de satisfaction à tes candidats pour mesurer ton expérience candidat et ton NPS, nous, on va pas le faire. Donc, en fait, je te conseille il y a lui qui sont connectés à Smart Recruiter en direct. N'hésite pas à passer par eux et à les challenger. Et ça, je trouve que c'est super aussi, cette approche-là. Parce que moi, je crois beaucoup, il n'existe pas d'outil parfait, c'est pas possible. En tout cas, il peut être parfait pour une personne, mais il ne sera pas parfait pour celui d'à côté. Et donc, du coup, ils sont obligés de fonctionner comme ça, en mode très écosystème. Et ça, je pense que c'est hyper important. Ouais, c'est une vraie vision qu'ils ont, parce que nous, on est partenaires avec eux. Ils nous ont intégrés du coup dans la partie marketplace, mais services, parce qu'il y a la marketplace outils et services. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment cette volonté d'avoir des partenaires, prestataires qui vont aider leurs clients actuels sur des sujets qu'ils ne veulent pas traiter et où ils savent qu'ils ne sont pas du tout les meilleurs. Et ça, je trouve ça hyper humble et hyper intelligent aussi en termes de fonctionnement, parce que tu peux te focaliser vraiment sur ton produit et le développement de ton produit. On avait parlé marque employeur. C'était un gros tournant pour Forvis Mazars. C'est comme ça que vous avez réussi quand même à bien attirer beaucoup de talents. Tu parlais d'un côté un peu décalé qui disrupte le marché, un peu différenciant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avec des exemples peut-être de campagnes que vous avez pu mettre en place? Ça m'intéresse. J'ai plein d'exemples de campagnes, mais en effet, l'objectif à travers nos campagnes de marque employeur, c'est systématiquement de montrer qu'on est un acteur innovant, un peu décalé, et qu'on assume ce côté un peu en fait on fait un job sérieux mais sans se prendre au sérieux, donc ce côté un peu décalé, on aime bien le retrouver dans nos campagnes. Et donc on a fait des campagnes, alors la dernière dont je parle beaucoup, mais parce que c'est la plus récente, on a travaillé avec un influenceur qui s'appelle Gonzague Télé, et en fait qui fait des caméras cachées. Et donc il est venu dans nos locaux, en effet en mode il avait mis le costume, on va dire, d'une personne qui était consultante en marque employeur à l'international, et qui venait challenger un petit peu notre marque employeur et proposer des nouveaux concepts. Et donc, il devait pitcher ces concepts à des collaborateurs pour voir un petit peu l'adhésion ou la non-adhésion. Et en fait, il proposait des trucs horribles, on peut se le dire. C'était je porte le costume tous les jours, même le dimanche, parce que je suis en représentation, je dénonce mes collègues. C'était des trucs affreux. Un peu caricaturaux quand même, mais assez affreux de manière générale. En fait, la réaction de nos collaborateurs, donc bien sûr, ils ne savaient pas que c'était une caméra cachée, c'était le principe, très naturel. En fait, très vite outrés par tout ce qui était proposé. Et en fait, c'est à mourir de rire, parce on sent qu'ils sont hyper choqués. Il y en a qui disent « Non, mais moi, je veux pas... je vais aller au 6e étage voir les RH. C'est mort, on peut pas faire ça. Je veux quitter cette salle. Je suis pas du tout d'accord. » Enfin, voilà, des réactions hyper fortes. Et en fait, ça, c'était génial, parce que, en fait,
c'était un peu drôle quand même de les prendre au dépourvu. En même temps, il y a ce côté très authenticité, transparence que nous, on adore. Et voilà. Et en même temps, on voit à travers ces réactions quelle est notre vraie culture. La culture. Et qu'ils la défendent. Et qui, en fait, ça leur tient à cœur. Non, Mazars, Forvis Mazars, c'est une société qui accompagne ses collaborateurs. On n'est pas là pour dénoncer les gens, on est là pour les développer. Oui, on est dans un environnement bienveillance. Voilà. Et donc, en fait, ils défendaient vraiment ces valeurs-là, qui parfois sont des mots un peu galvaudés. La bienveillance, voilà, on s'en tartine, voilà, on en entend partout parler. Mais en fait, ils arrivent à très bien l'incarner et à le justifier. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que ça. Et quand ils ont appris que c'était une caméra cachée, bon, ils étaient très rassurés. Parce qu'ils se sont dit, les RH, ils sont déglingos. Donc, très rassurés. Et après, ils ont trouvé ça trop drôle. Donc voilà, donc ça, c'était une très, très belle campagne. Parce que il y avait ce concept hyper innovant. Et puis, comme on engageait des collaborateurs aussi, ça a l'effet un peu de buzz, parce qu'eux ont posté, bien évidemment, sur leur réseau. Ils en ont parlé autour d'eux à plein de monde. Ah, faut que tu regardes ma vidéo, j'ai été pris au piège, on m'a fait une caméra cachée chez Forvis Mazars et tout. Et donc, ça a eu un effet boule de neige qui a été assez conséquent, puisque je crois qu'au global, on a eu plus de 4 millions de vues sur les vidéos. Ah ouais, c'est génial. Ça a eu un effet hyper fort. Et le fait de travailler un influenceur a aussi été un choix particulièrement pensé. Pareil, dans ce que je disais, les codes de consommation, voilà, aujourd'hui, nos jeunes, aujourd'hui, ils suivent entre 10 et 13 influenceurs, je crois, à peu près. Ah ouais. Et donc, du coup, en effet, utiliser ce canal-là des influenceurs était aussi un parti pris de notre côté, de dire, en fait, il faut qu'on aille attaquer, comme le fait le B2C aujourd'hui, en fait, voilà, il faut qu'on aille attaquer ce marché-là pour aller parler à notre cible. J'ai l'impression que tu t'inspires pas mal du marketing, en tout cas ce qui se fait, tu parlais de e-commerce, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de la place du marketing, du e-commerce ou de ce domaine-là dans le monde du recrutement ? Alors, moi, je suis je suis une grande optimiste de nature, mais pour le coup, je trouve que parfois, il y a des gens qui me disent « Non, mais attends, le marketing, le e-commerce, en RH, mais non, c'est sale. Enfin, c'est sale dans le sens, en fait, tu vends des choses, etc. Mais en fait, quand tu le transposes, moi, mon job au recrutement, c'est quoi ? C'est de vendre ma boîte, ce qu'elle fait au quotidien, qui on est, quelle est notre culture, quels sont nos métiers. Donc, en fait, je ne fais que storyteller quelque chose. Mes candidats, il faut que j'arrive à les convaincre. Donc, j'ai ce devoir d'influence qui est très fort. Voilà, en fait, j'adresse des personas, au même titre qu'on adresse des personas clients, j'adresse des personas candidats. Mais comme en interne, on adresse des personas collaborateurs. En fait, c'est pas sale de dire qu'en fait, on utilise des techniques marketing. En RH, en fait, on a exactement les mêmes problématiques. C'est juste que nos cibles ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais en fait, c'est la même technique en soi. Et donc, moi, je trouve ça totalement, une réalité. Et deux, c'est ça qui rend aussi puissant, en effet, d'utiliser ces techniques-là. C'est ça qui rend puissant aussi le message que tu envoies. Parce que tu ne t'adresses pas pareil à un jeune diplômé, de quelqu'un qui est expérimenté, qui a 7 ans d'expérience. Tu ne vas pas lui raconter la même chose sur Forvis Mazars. C'est la même boîte. Mais par contre, tu vas mettre en avant des choses qui sont très, très différentes. Et pareil à un tech versus à une femme, versus à, je sais pas, quelqu'un que tu as envie d'accueillir vraiment avec 20 ans d'expérience. En fait, tu racontes jamais la même histoire, même si c'est la même société. Mais du coup, il faut que tu réfléchisses à quel message, pour quel persona, quel canal il utilise, c'est quoi ses codes de consommation. Quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, je vais pas aller lui parler sur TikTok, ça n'a pas de sens. Mais par contre, sur LinkedIn, oui. Voilà. Et donc, du coup, en fait, tu es sans cesse en adaptation. Donc, moi, je trouve ça... c'est le miroir, quoi. Ouais, pour moi, moi aussi, c'est une évidence. Ouais, c'est une évidence. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent avoir justement peur de ça ou se dire, en fait, c'est pas bien, etc. Ouais. Parce qu'on vend ou, je sais pas, il y a de l'intérêt, etc. Mais au final, je trouve que c'est un effet de levier pour effectivement véhiculer ton message à la bonne personne, de la bonne manière et au bon moment. Et la mauvaise chose, je dirais, serait plutôt un désalignement entre ton discours et ce que tu proposes, que tu mets en avant, et la réalité du terrain. Ouais. Donc c'est là où il faut faire attention. Mais si tout est aligné, il n'y a pas de, selon moi, il n'y a pas de mauvaise chose. Au contraire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. La promesse doit être tenue. Et c'est vraiment un engagement qu'il faut avoir. Et c'est d'autant plus vrai dans le monde d'aujourd'hui où en fait tout se sait, tout s'écrit, tout se raconte. Quand on voit la puissance,
quoique peut-être qu'ils en reviennent un peu, mais tous les sites de notation type Glassdoor. etc., tous les balance ton agency, machin, enfin en fait tout se sait aujourd'hui de manière très rapide. Donc en fait si ce que tu racontes n'a pas de réalité, en fait t'es out très très rapidement. Ouais, c'est là où c'est voilé. Tu te décrédibilises, et je pense qu'en termes de marque employeur, pour rattraper des bad buzz comme ça, c'est un travail c'est hyper dur. Hyper dur. Donc en fait oui, il faut sans cesse que tu sois en transparence. Et tu vois, nous on a fait un choix que moi je trouve très fort pour le coup, c'est que la personne qui est en charge de la com interne chez nous, c'est la personne qui est aussi en charge de ma marque employeur. Ah ouais, génial. Et en fait, elle ne fait que, entre guillemets, en tout cas, son job, c'est de penser externe, interne, le même message, mais en fait, il faut que ce soit une réalité des deux côtés. En fait, elle a ce côté un peu, deux casquettes. Et en fait, ça, c'est un choix qu'on a fait parce qu'on trouvait que ça avait du sens de faire ce 360. En fait, tout ce qui se passe en interne est publiable en externe, et tout ce qu'on publie en externe doit avoir un effet de résonance en interne et doit représenter du coup une réalité, sinon ça n'a pas de sens. Ouais, génial. Tu parlais aussi de réduire le budget sur la partie cabinet de recrutement. Ouais. Je sais que tu as fait un choix aussi assez intéressant, assez fort, qui est d'internaliser cette compétence de chasse. Oui. Donc créer une équipe chasse, mettre en place du coup les bons outils, les bons process, les bonnes montées en compétences. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Déjà, pourquoi ce choix-là ? Pourquoi arrêter les cabinets, et qu'est-ce que tu as pu mettre en place ? Pareil, c'est dans un travail de data un peu qu'on avait fait, alors qu'on a fait et qu'on a répété plusieurs années d'affilée, où on regardait en fait la qualité de nos sources versus les coûts. Et plusieurs années de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait des sources qui étaient du coup très fiables, la cooptation, on en parlait tout à l'heure, et puis des sources qu'on utilisait beaucoup et qui coûtaient très cher, mais qui par contre rapportaient très peu de candidats. Et en plus, même s'ils nous paraissaient qualifiés dans le tunnel de conversion au départ, quand on regardait la validation de période d'essai et le niveau de performance, elle n'était pas du tout au rendez-vous. Et ça s'est confirmé plusieurs années d'affilée. Il y a un autre constat aussi où on s'est dit, ça nous coûte très très cher, les cabinets, même si tu négocies un peu le contrat, etc., que tu privilégies le success fees, il y a un moment, c'est quand même un pourcentage d'un salaire, donc voilà. Nos volumes augmentaient et notre budget n'augmentait pas, donc il y avait facialement un truc qui ne fonctionnait pas. Et puis il y avait aussi des choses, une conviction qui était de se dire, en fait, pourquoi j'externalise à des cabinets de recrutement des postes où je sais que, en fait, si je l'internalise, j'ai beaucoup plus de force de frappe, parce qu'en fait, le discours, c'est moi qui vais le raconter. Et deux, en fait, même si les gens me disent non maintenant, c'est mieux que ce soit moi qui ai le vivier, plutôt que le cabinet de recrutement. Parce qu'en fait, c'est des gens que je peux aller nurturer. Oui, ils sont peut-être pas dispo à un instant T, mais si je les rappelle peut-être dans 1 an, dans 2 ans, parce que j'ai un nouveau job, là, peut-être qu'ils seront à l'écoute du marché. Et en fait, il vaut mieux que ce soit moi qui ai ce contact-là. Et donc ça, c'était ces 3 éléments-là qui ont fait que on a pris cette décision, et donc on a divisé beaucoup, je crois par 5 quasiment notre budget de cabinet de recrutement. On en a encore, mais uniquement sur des postes de niche, sur des métiers où vraiment on n'est pas connu, on part de loin du coup en termes de connaissances, donc particulièrement dans les métiers de la tech, ou alors sur des postes de dirigeants, en effet, enfin des très gros postes, où là on peut faire appel à des cabinets de recrutement, mais c'est extrêmement rare. Et en fait, on a constitué une équipe de chasse, donc c'est une équipe de 3 personnes aujourd'hui. La force, c'est que on adresse le national. Donc déjà, ça, c'était une conviction de dire, en fait, il faut que l'on accompagne nos régions qui, elles aussi, passaient par des cabinets et beaucoup, et qui dépensaient, elles aussi, beaucoup d'argent. Il faut qu'on accompagne nos régions aussi dans l'identification de profils et dans la constitution de ces viviers. Donc, j'ai 2 personnes dans mon équipe qui sont à 50% sur Paris et 50% sur les régions. D'accord. Et une personne qui est full Paris. Okay. Donc voilà, et donc on a décidé de faire cet investissement, de recruter 3 personnes qu'on a formées aux techniques de sourcing, puisque c'est plutôt des jeunes profils, on a tout structuré en fait, toute notre approche du sourcing, du briefing, à l'identification, le carottage, enfin voilà, on a utilisé plein de techniques, voilà, on s'est beaucoup formé avec Emma qui travaille aussi dans mon équipe et qui est la manager de cette équipe chasse. On a écouté beaucoup de podcasts, plein de bonnes pratiques à droite à gauche en échangeant avec plein de gens. Et en fait, on s'est bien structuré. Ouais. Et aujourd'hui, en réalité, systématiquement, dès qu'on a un job où on sait que ça va être difficile à aller chercher et qu'il n'y aura pas de lead entrant naturel et qu'on est pris par le temps, du coup, c'est l'équipe chasse qui prend.
avec des engagements de timing hyper précis qu'on a mis en place avec les managers. Et puis, en fait, on se rend compte que, le job est quali. Donc, en fait, on arrive à mieux identifier les gens. Le pipe est de qualité, on transforme bien dans un temps imparti qui est très court. Ils ont à peu près, entre le moment où la personne a été préqualifiée et le moment où elle est propalée, il se passe même pas un mois. Donc en fait, voilà, on est un peu plus maître du timing aussi quand on fait de la chasse. Ça, c'est top. Et puis, en tout cas, les opérationnels sont hyper satisfaits aujourd'hui de ce qu'on a amené en termes de type de profil. Je pense que l'équipe a ce sentiment d'utilité. C'est du vivier qu'on arrive à réactiver hyper facilement voilà, quand on a des nouveaux jobs. Hein, parce que nous, c'est toujours les mêmes jobs, en fait. C'est des auditeurs, c'est des experts comptables à un niveau de seniorité plus ou moins important, mais c'est toujours le même contenu de job. Donc voilà. Et puis, aujourd'hui, en termes de coût de recrutement, en fait, quand tu fais... je sais pas, un cabinet, ça nous coûtait par profil 20 000 € à peu près par profil. Donc, c'est énorme. Aujourd'hui, si je passe par la chasse, si je prends leur licence LinkedIn et leur coût de masse salariale, le recrutement d'un expérimenté, aujourd'hui, il me coûte entre 4 et 6 000 €. Quoi. Ouais, donc tu divises par 4. C'est game changer directement. Voilà. Et quand j'ai montré ça à notre DRH et à notre DG, ils ont dit, mais bien sûr qu'on continue de faire ça. Ouais. Tout le monde est plus content. Enfin, le budget est maîtrisé, on a une meilleure qualité. Et là aussi, alors, l'équipe chasse, elle existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc voilà, on continue à suivre les KPI, notamment de période d'essai, de performance, etc. Mais pour le coup, jusqu'à aujourd'hui, les stats étaient plutôt très bonnes. Ouais. Donc ça, c'est super. Mais voilà, tout le monde est content. Le budget est maîtrisé, les opérationnels sont contents. Nous, on a un vivier qu'on peut réactiver beaucoup plus vite. Et donc, notre time to hire, il est beaucoup plus court. Voilà. Moi, je trouve qu'on sert les régions, donc on ne sert pas que Paris, on sert le national. Voilà, je trouve que c'est vraiment vertueux. Et puis la communication est beaucoup plus fluide, oui. Vu que c'est les mêmes personnes qui traitent les mêmes postes à chaque fois. Ils vont piocher dans le vivier. Surtout, en plus, c'est une stat qui est hyper intéressante, moi qui m'a beaucoup marqué, et je la martèle un peu en ce moment, c'est 44% des profils qui sont sourcés en externe sont déjà présent dans le vivier. Donc, il y a un coût qui est quand même énorme de ne pas capitaliser sur ce vivier, comme tu le dis. Avant de parler vivier et dépasser un peu sur le futur du recrutement, je voulais te faire un petit jeu. Ça s'appelle les Rapid Fire Questions. Très bien. Donc, j'ai l'habitude de faire ça avec les invités. Tu verras, c'est assez simple. Là, c'est plus ou moins les mêmes à chaque fois pour tout le monde. Okay. J'ai fait 1 ou 2 modifs pour toi, mais franchement, très légère. T'inquiète pas. Donc, je vais te poser une question. En gros, tu auras 2 choix et tu devras choisir le plus rapidement possible l'un des 2. Tu verras, c'est assez simple. Je justifie un peu ou pas? Pas du tout pour l'instant. Et après, je viendrai peut-être sur une pour aller justifier. Plutôt inbound ou outbound? Inbound. Plutôt manuel ou automatisé? Je vais dire automatisé. Plutôt soft skills ou hard skills? Soft skills. Plutôt opérationnel ou stratégique? Ça dépend. Je vais dire opérationnel. Ok. Plutôt réception de CV ou chasse? Chasse. J'ai pas le droit de développer, alors du coup. Celle-là, on la développera. Okay. Plutôt puriste recrutement ou inspiration marketing? Inspiration marketing. Plutôt hack ou plutôt méthode? Un peu hack, quand même. Trop bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement cette partie réception CV ou chasse? En fait, quand ta notoriété est grande, et je considère que la nôtre est assez grande en tout cas, pourquoi je dis ça? Parce qu'on est passé, tu vois, pareil, toujours des stats et tout, mais je regardais, je pense qu'en l'espace de 2 ans, on a doublé notre volume de candidatures reçues. Alors après, bien sûr, il y a des effets de marque employeur, mais il y a des effets marché, etc. Mais bon, quand même, j'ai pas plus de gens dans l'équipe pour les trier. Mais tu vois, ça, c'était assez... en fait, je me suis dit, en fait, mon objectif, c'est pas de recevoir beaucoup de candidatures. Oui, c'est une stat intéressante. Déjà, je voudrais savoir, c'est pas le nombre de candidatures qui m'intéresse, c'est le nombre de candidats uniques qui m'intéresse. Donc déjà, ça, c'est important de savoir. Parce que dans les candidatures, tu peux avoir des personnes qui postulent à plusieurs postes. 10 offres différentes. Ouais. Donc déjà, l'information de la candidature en soi, est un indicateur, mais c'est pas le seul indicateur. 2, en fait, mon objectif, moi, c'est d'avoir des candidatures quali. Et donc,
ça, pour moi, c'est mon problème de tous les jours. En fait, je ne veux pas aller au-delà de 200 000 candidatures. En fait, ça n'a pas de sens. C'est beaucoup de jobs, beaucoup de déceptions et de frustrations pour et mes équipes et les candidats qu'on a, du coup, on essaye de gérer, mais voilà, est-ce qu'on le fait assez bien? J'espère, mais voilà, je sais pas. Et c'est quand même je me dis, j'attire des gens, mais est-ce que j'attire les bons? Et c'est ça mon questionnement. Et donc, c'est pour ça que je disais chasse, c'est qu'en fait, la chasse, en fait, tu choisis qui tu vas chercher. T'es quasiment sûr. Et en fait, tu vois, alors c'est vrai que sur les jeunes, la chasse, c'est plus difficile parce que c'est vrai que faire de la chasse sur quelqu'un qui a un potentiel, bon, où t'as pas de mots-clés à aller chercher, oui, c'est pas évident. Donc, c'est vrai que chez mes jeunes, je vois pas très bien comment on pourrait faire, notamment si on s'écarte de ce sujet de diplôme. Mais par contre, chez les expérimentés, en vrai, la chasse, je trouve très puissante en termes de tunnel de conversion parce qu'en fait, on identifie les bonnes personnes et ça transforme mieux. Alors que quand on fait appel que au lead entrant, en fait, tu as tout. Et ce tout, moi, mes recruteurs, ils passent leur temps à trier des CV qui n'ont rien à voir. Et ça leur fait perdre beaucoup de temps. C'est très chronophage comme tâche. Peut-être qu'une IA nous aidera un jour, mais en tout cas de manière efficace. Mais ça nous fait perdre beaucoup de temps. Donc je me dis que la chasse, c'est plutôt un bon moyen. C'était plutôt ça que je voulais souligner. Mais même si je ne suis pas contre les candidatures entrantes naturelles, mais pour le coup, c'est beaucoup de travail pour un ROI derrière qui est quand même pas souvent intéressant. Ouais, c'est ça. Et puis les expérimenter, tu peux vraiment les cibler et débaucher. C'est pas forcément les meilleurs qui vont postuler. C'est ça. Donc c'est souvent, du coup, effectivement, la meilleure manière pour eux. Et aussi, je reviens sur hack ou méthode. Du coup, tu as dit hack. Ouais. Pourquoi le hack? Alors, tu vas peut-être rire, mais... on est dans un cabinet d'audit, donc on pourrait se dire, oui, chez Forbis Mazars, c'est très process, très méthodo, etc. Bon, pas du tout. Enfin, pas du tout. Si, bien sûr, parce qu'on est quand même une grande entreprise et bien sûr qu'il y a des process et tout. Mais par contre, on a toujours été très, je disais, test and learn, disruptif sur le marché. Tu vois, et je pense que le fait d'avoir pris cette décision d'avoir que des chasseurs internes, de s'être dit, on n'en a pas parlé, mais sur les viviers, de se dire, en fait, j'ai 180 000 candidatures dans mon ATS à peu près. Je suis incapable d'aller chercher des gens à l'intérieur alors que c'est des candidats captifs. Pourquoi j'irais sans cesse chercher des gens à l'externe alors que peut-être j'ai ce qu'il me faut dans mon vivier interne de gens qui sont hyper captifs. Donc, en fait, c'est des convictions comme ça qu'on se forge. Et en fait, c'est un peu disruptif dans notre secteur. On tente des choses. Et en fait, on tente des approches qui... On n'a pas peur de le faire, en tout cas. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Mais on n'a pas peur de le faire. Ouais, et puis tester te donnera la réponse. C'est ça. Par rapport à ta conviction. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ou non? Exactement. À l'inverse, ne pas tester, tu n'apprendras jamais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que tu restes vite dans tes sentiers. Ouais. Ok. Et je suis entièrement partisan des hacks aussi. Et après, de structurer en méthodo. Et je pense que c'est un peu ça la clé. Ouais, comment tu hacks la chose et puis après, tu en fais quelque chose de scalable. On n'en avait pas parlé, mais justement, c'est le sujet que je voulais aborder avec toi. La partie vivier, parce qu'on avait travaillé ensemble. T'as vu comme je te fais des... Ouais, franchement, tu me fais des passes. C'est génial. Franchement, c'est très fluide, c'est nickel. Et parce qu'on avait travaillé ensemble du coup sur la structure entre ATS, CRM, comment structurer son vivier de talent, etc. Et ça m'intéresse de savoir justement ta vision vis-à-vis de ce vivier de talent. On entend beaucoup parler ces dernières années. Par contre, je vois quand même très peu de personnes qui ont réussi vraiment à hacker justement la chose et à bien le processer, à le mettre en place. C'est quoi ta vision par rapport à ces viviers de talent? Ouais. En fait, pareil, ça vient du marketing. Enfin, aujourd'hui, nos équipes market, elles utilisent toutes Salesforce ou je ne sais pas quel autre outil, tu vois. Mais ça fait partie des techniques marketing qui s'appliquent dans notre métier. Et pareil, en fait, moi, c'était une conviction que j'avais de me dire, enfin, moi et les équipes, il n'y a pas que moi, qui était de dire, en fait, on a quand même beaucoup de candidats. En plus, nous, on a beaucoup de jeunes. Donc, en fait, ils ont fait un stage à un instant T ou ils ont fait une expérience. Mais en fait, il se passe plein de trucs après dans leur vie professionnelle. Et donc, en fait, on trouvait ça hyper dommage de se dire, oui, t'as postulé à un stage de césure. À l'époque, ça l'avait pas fait parce que tes dates de stage n'allaient pas ou on avait fini le recrutement. Enfin, j'en sais rien. Ce qui veut pas dire que c'était un mauvais candidat. Et en fait, ces gens-là,
on n'en fait rien en fait après. Alors que c'était des candidats captifs, ils ont fait un acte de candidature à un moment, ils ont identifié Forvis-Mazars comme un employeur potentiel. Ouais. Je trouve ça hyper dommage de ne jamais se dire, mais attends, Pierre qui avait postulé à l'époque, en fait, pourquoi je peux pas aller le rattraper ou rééchanger avec lui, lui envoyer des informations sur nous, voilà. Et alors souvent, on me disait, oui, en plus, alors c'est pas très vrai dans nos métiers à nous parce qu'on recrute plutôt du volume. Ouais. Mais parfois, dans certaines sociétés, on a celui à qui on fait la propale, celui ou celle à qui on fait la propale, et on a le silver medaliste. Ouais. Voilà. Et ce silver medaliste-là, en fait, il est hyper précieux. Il est préqualifié. Il a passé un process de recrutement où c'est tout, on sait quand même beaucoup de choses sur lui. En vrai, ça, c'est un vivier hyper quali. Et pareil, celui-ci, une fois qu'on lui a fait la réponse négative de c'était cool le process, c'était super, mais on va pas avancer ensemble, on n'en fait rien d'autre. Et 2 ans après, quand le poste se réouvre, on pense pas du tout à aller le chercher. Et donc, on réouvre et on se dit, on va relancer une chasse, on va redéployer de l'énergie. Alors qu'en fait, avant même de faire ça, on devrait se dire, OK, qu'est-ce qu'on a dans le pipe ? Et dans le pipe, à différents endroits, tu vois, tu pourrais te dire, qu'est-ce que j'ai en mobilité interne ? Ça, c'est un premier pipe où tu te dis, j'ai des gens en interne qui sont intéressés par ce job, ils ont les compétences, on peut les upscaler peut-être un petit peu avec de la formation et tout, mais on est sûr que ça fait un super... c'est top, et en termes de fidélisation, de rétention, hyper puissant. Donc, 1, mobilité interne. 2, des gens qui ont déjà pensé à nous, et donc ce fameux vivier qu'on adresse très peu aujourd'hui. Et 3, nous, on a trouvé encore une autre idée, mais que je pourrais utiliser à la fin. Et donc, du coup, ça, on trouvait ça hyper puissant. Et en fait, on a décidé, du coup, de travailler avec un CRM, avec le CRM de Clever Connect, où, en fait, on rapatrie notre vivier, dans ce CRM. Et en fait, l'objectif, c'est bien sûr de le segmenté. Donc, on a en effet des pools de talents avec des tags, des choses qui nous permettent d'un peu de les identifier. Et en fait, notre objectif, c'était quoi ? C'était de communiquer avec eux. Enfin, de garder le lien, de leur envoyer des informations, bien sûr des offres d'emploi, mais aussi des actus sur Forvis-Mazars, je sais pas, on vient de changer de nom il n'y a pas très longtemps, donc pourquoi ce changement ? On va déménager, c'est quoi ce déménagement ? C'est quoi ce nouvel environnement de travail que vous pourriez retrouver ? Enfin voilà, donc leur donner des infos business aussi, des livres blancs qu'on écrit sur des sujets, des projets qu'on a menés et dont on a envie de parler, ça peut être plein de trucs très différents. En fait, l'idée, c'est de les garder chauds d'une certaine manière et qu'on puisse, dès qu'on en a besoin ou dès qu'eux voient une opportunité, qu'on puisse les réactiver hyper facilement. Et en fait, que l'équipe de chasse, pour elle, ça devienne un réflexe d'aller chercher dans ce vivier avant de faire de l'outbound et donc du coup d'aller dépenser de l'énergie en effet sur des gens qu'il va falloir convaincre alors que ceux-là sont déjà normalement plutôt convaincus au départ. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont déjà des interactions avec la marque, ils ont été motivés, ils ont été dans les process. Ce qui va être intéressant, ça va être effectivement de voir les différents pipes. J'ai bien aimé, tu vas voir le pipe interne et par exemple, tu as un pipe qui va peut-être pas être intéressant, toutes les personnes qui ont été refusées et qui, on sait, d'ores et déjà, ne vont pas du tout fitter avec Mazars, avec Forvis-Mazars, du coup, avec le changement de marque. Mais le pipe de toutes les silver médalistes qui ont été dans le process, qui ont été pertinents, etc., ça, c'est trop dommage de ne pas l'exploiter. Et puis moi, je me dis, du coup, c'est des coûts en moins dépensés et c'est aussi un temps gagné. Enfin, aujourd'hui, quand tu fais de l'outbound, le temps que tu les identifies, que tu leur parles, que tu arrives à les convaincre, que tu fasses une précale et que le process se déroule et qu'ils se décident, ça peut être hyper long, potentiellement. Là, le fait qu'ils soient déjà chaud à un endroit, en fait, et que tu aies tout l'historique de ce qui s'est passé avant chez nous. Temps plus qualification, c'est génial. En fait, c'est génial. C'est hyper puissant. Du coup, ton time to hire, là, il est censé être quand même nettement réduit. Et donc là, tout le monde est content. Le chasseur, l'opérationnel, en vrai, c'est un gain pour tout le monde. C'est un gain pour tout le monde. Et dernière question que j'avais, c'était plus sur le futur du recrutement. Comment tu le vois, toi, sur les prochaines années ? Quelles vont être les évolutions et les choses que tu attends en tant que directrice recrutement ? C'est une bonne question. Il y a plusieurs trucs que j'imagine. Il y a des choses qui vont se dérouler à très court terme, je pense. En fait, il y a des choses aussi... En fait, quand je parlais on parle de vivier, on parle de mobilité interne. Nous, on a identifié aussi d'autres sources qui peuvent être des vrais leviers pour nous d'attractivité de people qualifiés, selon nous. Le premier, c'était... et ça, c'est peut-être un peu original. Nous, on fait appel à nos alumni pour 2 sujets.
Okay. Donc des gens qui sont rentrés chez Forbis Mazars, qui ont fait une expérience, mais qui ne sont plus et qui sont partis chez des corporates, en entreprise, qui ont monté leur boîte, enfin bref, peu importe. Et en fait, on a pas mal de contacts avec eux, bien évidemment, pour une partie business, mais on s'est dit c'est intéressant aussi d'aller les nurturer sur une partie RH. Ouais, clairement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, il y a à peu près 3 ans de ça, qu'on avait quand même pas mal de boomerangs. Donc de gens qui avaient quitté Forbis Mazars, qui avaient fait une autre entreprise ou une autre expérience et qui revenaient parce que parfois l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ou parce que changement de projet pro et en fait ils avaient envie de revenir à la maison et voilà. Et en fait ça aussi, ça c'est du vivier très puissant parce qu'en fait c'est des gens qu'on connaît. Dont on connaissait les performances, qui connaissent très bien notre culture, donc en termes d'intégration et de les rendre opérationnels rapidement, ça c'est aussi très important. Donc ça, c'est des choses qu'on développe beaucoup en ce moment. Du coup, on travaille avec encore un outil, tu vois. On travaille avec une société qui s'appelle Alumforce, du coup, qui s'occupe de toute la partie alumni. Et donc avec eux, on travaille aussi sur le fait de publier des offres à nos alumni pour que, s'ils ont envie de revenir à la maison, ils puissent. Et en fait, on a tiré le fil encore plus loin. C'est qu'on s'est dit, mais en fait, nos alumni nous envoient beaucoup de CV. Alors moi, il m'écrit sur LinkedIn, Charlotte, j'ai un super... j'ai une personne dans mon équipe qui cherche à bouger, voilà son CV, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que chez Forbis Mazars, il pourrait y avoir une opportunité ? Et en fait, on a tiré le fil en disant, mais pourquoi nos alumni ne pourraient pas être des coopteurs recommandeurs ? Des coopteurs, au final, ouais. En fait, ils savent très bien les types de profils qu'on recherche. Ils savent très bien le fit culturel et en termes de valeurs dont on a besoin. Ils savent très bien expliquer nos métiers. C'est des super ambassadeurs, donc en termes de capacité à convaincre, rien n'est mieux qu'un ancien. Et en fait, du coup, là, on est en train de tirer ce fil en disant, au-delà du boomerang, on peut aussi aller chercher des recommandations et des candidatures qualifiées, du coup, auprès de nos anciens. Ouais. Donc voilà, donc ça, ce sera on se reparlera autour de notre podcast peut-être sur ce sujet-là. Dans un an, et on verra ce que ça a donné. Mais voilà, on est en train de travailler sur ce sujet-là. Après, moi, je me dis, il y a 2 trucs que je vois dans le recrutement encore, c'est le freelancing. En fait, aujourd'hui, quand je regarde, en tout cas dans nos métiers, on va chercher une compétence pour effectuer une mission. Oui. Parfois, on n'a pas toujours les compétences en interne ou les gens qui ont les compétences sont déjà staffés sur d'autres missions. Et en fait, dans la grande majorité des cas, on dit en fait, on ne peut pas répondre à l'appel d'offres parce que, la personne n'est pas dispo ou je n'ai pas la compétence en interne et en fait, le temps de la trouver, du coup, le job sera déjà parti. Totalement dans les métiers du conseil. Et ça, je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait, on est très ancré encore en France sur le salariat, le CDI, c'est un salarié qui appartient entre guillemets à Forbis Mazars et du coup il est managérialement avec une équipe, il a une zone de vie, enfin voilà. En fait, il n'y a pas que ça et donc peut-être que le rôle du recruteur ce sera de travailler avec un écosystème beaucoup plus large et non pas de penser je vais rechercher quelqu'un en CDI, mais aussi de penser à différentes manières de travailler et parfois, en effet, à des profils freelance et de se dire, en fait, là, tu as une mission qui va tomber, c'est bête de ne pas y répondre, laisse-moi t'aider à trouver le bon freelance. Et du coup, en fait, on va aller chercher la compétence là où elle est, dans un écosystème qui est beaucoup plus large que le CDI pur et dur, le profil qui a envie d'avoir un CDI. Et je le vois, tu vois, dans les jeunes générations, là, dans les études qui sortent, le freelancing fait partie des trucs qu'ils ont envie de faire. Alors, est-ce que ça sera tout de suite post-études ou un peu après, je ne sais pas, mais en tout cas, être son propre patron, gérer son temps, choisir ses missions, etc., c'est des choses qui leur parlent beaucoup. Et en fait, on va aller vers ça. Donc, le recruteur, il va falloir qu'il ouvre ses chakras aussi sur les potentiels et sources et typologies de compétences à aller chercher. Non pas que sur des gens qui ont envie de faire du salariat pur et dur. Donc, il y a ça que je vois, mais ça, c'est très court terme. Et puis après, bien sûr, ça va faire un peu bateau, mais l'IA générative, je pense, va aussi beaucoup disrupter notre métier. Sur beaucoup d'aspects, ce qui le rendra certainement beaucoup plus quali. En tout cas, je pense pas que ça tuera les recruteurs. Donc sur ça, je suis assez rassurée. Enfin, je suis pas rassurée, mais je suis assez en confiance sur le fait que notre job existera toujours. C'est juste qu'il va se déporter sur d'autres choses qu'on a soit
pas le temps de faire aujourd'hui, soit qu'on ne fait pas parce que on n'en a pas la nécessité maintenant, mais dans 10 ans, on en aura peut-être la nécessité. Et que du coup, toutes les tâches, en effet, un peu chronophages, qui nous prennent du temps, qui sont parfois biaisées, etc., sont du coup gérées par des IA, peut-être. Mais voilà, tout en restant hyper vigilant sur l'IA et la manière dont elle fonctionne et tout ça. Mais je pense que oui, ça, c'est un vrai game changer dans notre métier. Et dans beaucoup de métiers, enfin, pour le coup. Je pense que tous les secteurs vont être touchés et c'est vrai qu'il y a ce sujet éthique qui va rentrer en compte, notamment dans le recrutement, de est-ce que l'IA peut choisir le candidat par rapport à un recruteur. Il y a toujours des biais, est-ce que l'IA va être bien configurée, etc. Il y a toujours ce sujet. Et en fait, ce qui est difficile aussi, c'est qu'avec ces nouveaux, notamment l'IA générative ou l'IA tout court, c'est en fait... La réglementation ne va pas toujours aussi vite que ne va la techno. C'est le problème. Et donc les usages. Et en fait, tu vois, moi, je me pose vachement de questions sur... en fait, une IA ne peut pas sélectionner des candidats. Ça, c'est la CNIL qui le dit. Il faut qu'il y ait un acte humain qui factualise le fait que la candidature a été traitée. Ok. Mais moi, j'ai beaucoup plus de biais potentiellement qu'une IA. Alors, peut-être pas une IA aujourd'hui, mais une IA demain, si elle est bien paramétrée, si on s'assure que éthiquement, tout est ouvert... en vrai, je pense que moi, je suis beaucoup plus biaisée qu'une quelconque IA ou quoi que ce soit. Et donc, pourquoi il devrait y avoir cet acte humain, sachant que, on a tous des biais individuels très différents, mais aujourd'hui, nos choix, ils sont biaisés en partie. Ouais, c'est vrai. Même si on a conscience de nos biais, il y a un moment... c'est en toi, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, je me dis, la réglementation, parfois, elle nous contraint un peu, alors qu'en fait, oui, il faut être prudent. Il faut... et tu vois, je pense que des métiers comme auditer... je dis ça, mais c'est peut-être Forbes Matter qui fera ça dans 15 ans, mais auditer des IA pour s'assurer qu'elles sont éthiques, déontologiques, qu'elles respectent tout un tas de choses, etc. Ça va être un métier de demain, c'est sûr. Et du coup, faudra aussi s'appuyer sur ces personnes-là, du coup, qui permettront de garantir la fiabilité de ces IA-là, mais du coup, qu'elles puissent prendre des décisions à notre place, nous, qui sommes des humains biaisés. Je pense que ce sera tout aussi bien, mais il faut que la réglementation avance aussi en ce sens. Ouais, c'est ça, que ce soit tamponné, certifié, disant que cette IA, elle est valide. Et ça se trouve, ce sera d'autres IA qui vont valider ces IA-là. Mais ouais, c'est vrai que je pense que ça va évoluer un peu en 2 temps, donc c'est-à-dire l'évolution technologique qui va aller beaucoup plus vite par rapport à la réglementation. Et c'est là où il faut être vigilant. Merci Charlotte. Merci beaucoup. Pour ce podcast, c'était génial. Top, tant mieux. Comment t'as trouvé? J'ai passé un super moment. C'était un bon moment, trop bien, génial. Merci à toi, on peut te retrouver sur LinkedIn, par mail si on veut te poser des questions. Tout à fait, exactement. Parfait. Est-ce que tu as une dernière ressource à partager, quelque chose que tu as découvert il n'y a pas longtemps, que tu as envie de donner là comme ça? Sur le recrutement ou... Sur n'importe quoi. Non. Franchement, ça peut être n'importe quoi. Ok, il y a un livre qui m'a marqué récemment, mais alors qui n'est pas du tout sur le recrutement, qui est plutôt sur le choc des générations en entreprise, qui a été écrit par notamment Élodie Gentina, qui travaille beaucoup sur ces sujets de génération. D'accord. Et je vous le conseille parce que c'est hyper intéressant de voir, en effet, la Gen Z versus les boomers. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir, en fait, que... En fait, les générations ne sont pas si différentes et qu'en fait, il y en a qui portent les mots des autres. Je trouvais l'approche hyper intéressante. Ça parle aussi beaucoup de la manière dont on éduque nos enfants aujourd'hui, dans quel monde on vit. Je trouve que ça représente tout un tas de choses. Et je conseille ce bouquin. Trop bien. Merci à toi, Charlotte. À très vite. Salut, merci beaucoup.